Pourquoi voter aux prochaines élections européennes? Est-ce bien utile? L'Europe ne fait plus recette, le Portugal, l'Espagne, surtout la Grèce, sont en crise économique, l'euro lui-même est remis en question, au Royaume-Uni, des partis politiques voudraient que l'Angleterre puisse quitter l'Union européenne, donc l'euroscepticisme, finalement, serait peut-être fondé. Et pourtant, tous ceux qui sont à l'extérieur de l'Europe éprouvent pour cette union un attrait qui ne faiblit pas. Je pense à la Turquie, à la Moldavie, aux Balkans et bien entendu, plus récemment, à l'Ukraine. Eh bien peut-être parce que ceux-ci ont en tête ce que je vais vous raconter aujourd'hui. L'Union européenne est présente sur tous les continents avec un réseau de 139 délégations que l'on peut comparer à des ambassades et qui la représentent auprès des États hôtes, mais aussi auprès d'organisations internationales comme l'ONU, la FAO, l'OMC, l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et c'est bien l'Union en tant que telle qui, là, est représentée. La présence de l'Union européenne est loin de n'être que diplomatique. Elle déploie dans les pays en conflit ou en phase d'instabilité des missions civiles, militaires ou mixtes, comme en Somalie. Plusieurs exemples. L'Union a envoyé une mission de conseil et d'assistance militaire en République démocratique du Congo, une mission au Mali en appui des troupes envoyées par la France, également en Centrafrique. En février 2014, l'Union européenne a décidé d'envoyer une mission militaire d'environ 1000 soldats pour aider à rétablir la sécurité dans ce pays, et à cela s'ajoutent les missions d'observation électorale présentes en 2014 dans 6 pays que vous voyez sur la carte. Alors en plus d'observer, l'Union peut aussi fournir une assistance pour assurer le bon fonctionnement d'une élection. C'est d'ailleurs une certaine façon d'exporter ses idéaux de respect des droits de l'homme et de la culture démocratique. Il y a aussi d'autres canaux qui assurent la présence de l'Union dans le monde, comme par exemple l'aide humanitaire, qui est gérée par ECHO, c'est-à-dire Office européen pour l'aide humanitaire. ECHO dispose d'une quarantaine de bureaux dans le monde et agit en partenariat avec quelques 200 ONG, telles que Oxfam, Action contre la faim, Médecins sans frontières, et il s'agit tout à la fois de l'aide d'urgence et de l'aide de longue durée. Avec 1,9 milliard d'euros, soit plus de 10% de l'aide humanitaire mondiale, l'Union européenne est le deuxième plus gros bailleur de fonds au monde, derrière les États-Unis. Autre exemple, depuis le début de la guerre en Syrie, l'Union européenne a débloqué plus de 600 millions d'euros pour venir en aide aux victimes du conflit, et l'aide est acheminée par des intermédiaires comme le CICR, le HCR, l'UNICEF ou d'autres ONG. Tous ces outils font de l'Union européenne un acteur majeur de la scène internationale, certes trop discret, mais en fait de grande influence. Par exemple, dans les négociations climatiques internationales, elle cherche à donner l'exemple en imposant des mesures très contraignantes à ses États membres, comme le paquet climat-énergie, c'est-à-dire réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, 20% d'énergie renouvelable dans la consommation européenne, 20% d'économie d'énergie, tout cela d'ici 2020 pour tous les États membres. Et là, l'Union européenne négocie au nom de tous les États membres et les pousse vers des politiques plus ambitieuses. Eh bien, ce n'est ni simple à négocier à l'intérieur, ni à faire accepter à l'extérieur. Bien, mais l'Union européenne, c'est avant tout un acteur économique de tout premier plan. Voici le marché unique. Il rassemble les États membres de l'Union européenne et 3 autres États non membres, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein. Le marché unique repose sur le principe des 4 libres circulations, des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Et c'est aujourd'hui le plus grand marché unique au monde avec 511 millions de consommateurs. L'Union européenne est aujourd'hui la première puissance commerciale au monde, avec près de 15% des exportations mondiales de marchandises et 25% des exportations de services, et ce, devant la Chine et les États-Unis. En 2012, l'Union européenne était le premier partenaire commercial des puissances émergées, telles que la Chine, l'Inde et le Brésil, en termes de marchandises. Et l'une des illustrations de ce succès commercial de l'Union, c'est le groupe Airbus, l'ancien EADS. Cette entreprise aéronautique européenne a son capital détenu en partie par les États allemands, français et espagnols,
et le groupe Airbus est l'un des leaders mondiaux dans l'aviation de ligne. Vous voyez ici la répartition des commandes d'avions Airbus en 2013. Les deux plus gros marchés sont l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. Le principal concurrent d'Airbus est l'américain Boeing, et vous voyez sur ce graphique l'évolution des commandes entre 2007 et 2013 pour Airbus en bleu et Boeing en vert. Eh bien, l'entreprise européenne a fini par vendre plus d'avions dans le monde que le groupe américain, ce qui, en 4 décennies, est tout de même une belle performance. Cela dit, la part que l'Union européenne occupe dans le commerce mondial est aujourd'hui en recul, alors que les pays membres sont pourtant plus nombreux qu'avant. En 2004, la part de l'UE dans les exportations mondiales était de 18% pour les marchandises et 28% pour les services, et en 2012, elle est de 15% pour les marchandises et 25% pour les services. On peut d'ailleurs faire le même constat pour les États-Unis, dont la part dans les exportations baisse également. Alors pourquoi ce recul? Eh bien, il y a 3 facteurs principaux. Il y a l'impact de la crise de 2008, la perte de compétitivité des entreprises européennes, sauf les allemandes, et la montée des émergents qui prennent des parts de marché, comme la Chine, dont la place dans les exportations mondiales s'est accrue entre 2004 et 2012, comme vous le voyez en rouge sur la carte. Maintenant parlons de l'euro, qui est un autre symbole de la présence de l'Union dans l'économie mondiale. Cette monnaie, on ne le sait pas toujours, est désormais un instrument monétaire pour bien d'autres pays que les pays européens qui l'ont adopté. Tous les pays membres de l'Union européenne ne sont pas nécessairement dans la zone euro, et à contrario, d'autres États non membres de l'Union ont adopté l'euro comme monnaie nationale, du fait de leur proximité, soit géographique, soit économique, avec les pays de la zone euro. Il y a aussi les pays dont le taux de change de la monnaie est rattaché à l'euro. Par exemple, sur le continent africain, les pays qui utilisent le franc CFA, qui était auparavant rattaché au franc français. Et puis enfin, certains pays l'utilisent pour leur insertion dans le commerce international, tels que Cuba, la Syrie ou la Corée du Nord. Alors on ne le mesure pas toujours très bien, mais depuis sa mise en place en 2002, l'euro en fait s'est imposé dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, 17% des transactions internationales se font en euros. En termes de monnaie papier, c'est la première monnaie fiduciaire mondiale à être échangée. Et puis surtout, ce que l'on ne sait pas, c'est que l'euro représente maintenant près de 25% des réserves mondiales de change. Si je résume, l'Union européenne représente 3% de la superficie des terres émergées, 7% de la population mondiale, mais près de 20% du PIB mondial en 2012, calculé en parité de pouvoir d'achat. On peut d'ailleurs en profiter pour rappeler que dans l'Union, le niveau de vie est tout de même très élevé. Le PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat, y est de 24 500 € en moyenne, alors qu'il est de 8 900 € pour la moyenne mondiale. Bien, mais de tout ce que je viens de mentionner, sans même vous avoir parlé des droits individuels, des mécanismes de protection de la personne, en fait les plus aboutis au monde, eh bien ceux qui habitent dans l'Union semblent n'en être plus conscients. Et pourtant, tout cela exerce un grand attrait, surtout chez nos voisins les plus proches. Eh bien là, l'Union applique différents types de politiques selon les configurations régionales. La politique européenne de voisinage, l'Union pour la Méditerranée, la synergie de la mer Noire, le partenariat oriental. Et ces diverses politiques de voisinage visent à renforcer la coopération entre l'Union et des voisins non candidats à l'intégration de l'Union européenne. Cela consiste en libéralisation des échanges, bien sûr, mais aussi protection de l'environnement, résolution des conflits, transparence politique, respect des droits de l'homme. Et tout cela, souvent, avec un soutien financier à l'appui venant de l'Union européenne. Eh bien, cette stratégie de l'aide et de l'attrait est efficace dans le cadre des processus d'élargissement. Vous voyez maintenant sur notre carte les pays candidats, l'Islande, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, la Turquie, et ils doivent remplir les critères dits de Copenhague. Cette politique de voisinage, par exemple, est très présente dans la région des Balkans. Il y a là un travail de fond pour l'évolution des institutions, du droit, évolution des sociétés, et c'est un travail qui est entrepris depuis maintenant une quinzaine d'années dans cette région des Balkans. Et puis il y a bien sûr le cas de la Turquie,
qui depuis 1999 est candidate à l'entrée dans l'Union. Depuis, le pays, avec des hauts et des bas, tente de progresser dans le respect des critères de Copenhague grâce à l'adoption de réformes, notamment la diminution de la place de l'armée dans la vie politique, mais surtout ce qui est acquis maintenant en Turquie, c'est l'abolition de la peine de mort. Vous l'avez constaté, aujourd'hui mon propos était résolument europhile, d'abord par lassitude devant les critiques constantes et finalement assez faciles, et puis aussi quand on est à l'extérieur, on voit bien que l'Union européenne exerce un très fort attrait. C'est ce qu'on a constaté récemment avec l'Ukraine, où à ma connaissance, c'est la première fois que des hommes meurent avec l'Union européenne comme facteur de mobilisation. La gravité de cette crise ukrainienne a le mérite de faire apparaître la nécessité d'avoir une politique étrangère pour l'Union européenne et aussi, et enfin, une politique de défense. Alors je vous conseille de lire l'introduction à l'économie européenne de Jean-Christophe Defraigne aux éditions Debec. C'est très utile pour comprendre les enjeux économiques de l'intégration, mais aussi la crise qui affecte l'Union européenne et l'euro, et puis un dictionnaire de l'Europe, état d'hier et d'aujourd'hui, de 1789 à nos jours, d'Yves Tissier, aux éditions Vuibert. Et puis vous pouvez aller utilement sur notre site internet pour plus d'informations. Vous y trouverez de nombreuses références bibliographiques en français, mais également beaucoup d'ouvrages en langue allemande.